Comment ça va, chef? Très bien, Ouais. merci. On est chez Taïwan, on dit chez Taïwan ou oui, à Taïwan, chez Taïwan? On est chez Taïwan, on est au Taïwan, oui, On est là en tout cas. on est là, exactement, C'est pas rien, exactement. c'est une institution. Merci de nous recevoir. Ça fait quoi de rejoindre cet endroit tous les matins? C'est pas rien. Taïwan quand même. C'est fou que tu me dises ça parce que, c'est une chose qui j'y ai réfléchi juste, vendredi dernier quand je suis arrivé en scooter comme tous les matins et je me dis: Punaise, ça fait, bientôt 5 ans et à chaque fois que je vois ce chapiteau devant la porte et l'écriture Taïwan en doré, j'ai toujours un petit pincement au cœur, d'émotion et de fierté. Ah ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Est-ce que, on peut remonter le fil de l'histoire, de la tienne en l'occurrence et de savoir ce qui nous a amenés, jusqu'ici, de savoir justement ce qui a amené jusqu'à cette matinée où tu arrives maintenant désormais en scooter? Si on remonte au tout début de l'histoire, à l'enfance, l'environnement, ça ressemblait à quoi? Souvenir d'enfance, tu dis? Mais ouais, ça ressemblait à quoi, l'environnement dans lequel tu as grandi? Triste, Ah, très triste, mais en même temps avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et mais en même temps avec un regard, vers, l'avenir un peu, perdu. pas de projection. C'était où et ça ressemblait à quoi? C'était où? C'était un petit village en Ligurie, juste à une petite heure de Menton. Le village s'appelle, Borganzo et 75 âmes, au milieu des oliviers, donc terre de production d'huile d'olive. Voilà, un petit village où il y avait pas grand-chose à faire. Je me rappelle toujours, le premier souvenir qui me vient tout de suite à la tête, c'est, l'école. L'école, 6 ans, on allait à l'école à la mairie. Moi, j'étais assez brouillon à l'école et très, très sage à la maison, toujours. Parce qu'à la maison, j'avais pas envie de déranger, j'avais pas envie de gêner ma mère, et ma famille. Par contre, à l'école, j'étais assez, Dissipé. oui, mais toujours très, très, très éduqué, très bien élevé. Et je me rappelle un jour que, bah, j'ai parlé un petit peu trop et donc la maîtresse, elle me met, dans les toilettes. Il m'enferme dans les toilettes pour, écrire, un thème parce que c'était le thème de la journée, c'était écrire un petit poème et comme je faisais du bruit et j'ai dérangé les autres, il m'a enfermé dans les toilettes et je me rappelle toujours assis dans les toilettes, il y avait une toile d'araignée et une petite araignée qui montait vers, l'évier et le petit poème, c'était un thème parce qu'on avait 7 ans et je sais pas un poème, c'est un petit écrit sur qu'est-ce qu'on voulait être, quand on sera grand et j'avais écrit que je voulais être glacier. En regardant comme ça, isolé dans cette toilette avec cette petite araignée qui monte, merci de cette description parce qu'on voit vraiment exactement la scène. Il y avait cette projection de dire: «Je veux vendre des glaces, je veux faire des glaces». Je vais faire des glaces, mais je sais même pas pourquoi, hein, parce que si là, je vais en arrière dans mon passé et je me dis: «Est-ce que j'ai un souvenir de vouloir faire comme job le glacier?» Ouais. Je l'ai pas dans la tête. C'est marrant parce que quand on se parle, il y a une, lumière, une joie et c'est particulier d'entamer la conversation en se disant: «À l'origine, il y avait beaucoup de tristesse». C'est pas quelque chose qui ressort, quand on te rencontre. Il y a une forme de lumière et de joie et de sourire qui t'accompagne et d'enthousiasme quand tu t'exprimes. Mais parce que je dis toujours que même dans la tristesse passée, on peut la voir comme, de la joie, présente. Parce qu'une tristesse passée et elle m'a servi, elle m'a construit, il m'a fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et je disais à ma sœur ce week-end, je la regarde dans les yeux et je dis: «Tu sais, je pense que, j'ai eu une énorme chance qu'on ait perdu, notre père aussi jeune parce que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui et je m'aime énormément». Ah, tiens, c'est chouette de pouvoir se dire ça. Donc ouais, exactement. Donc moi, du moment qu'on parle au passé et le présent est joyeux, même si le passé était triste, et il devient tout de suite joyeux parce que même dans les difficultés,
tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui. Et c'est ça le plus important pour moi. C'est pas comment on a les cheminements, la route, le voyage. Pour moi, ça compte la destination et comment dans quel esprit on y arrive. Ouais, ouais, comment on chemine finalement. Exactement. Comment on grandit justement? Comment on se projette quand on a ce déséquilibre, cette absence? Tu parles de cette tristesse. Quelle place ça te donne dans la vie, à ce moment-là? Ben, Au sein de ta famille? Parce que donc tu dépression totale, même si très jeune, dépression totale, obésité, manger comme un porc pour compenser ou pour, comment dire, pour faire réduire les rythmes du corps et l'apaiser avec la nourriture. Parce que la nourriture, ça peut être une drogue et je pense qu'aujourd'hui, on la traite pas assez comme dans la psychologie, ça reste quand même quelque chose de psychologique très Ouais, important. ouais, c'est symptomatique. Notre C'est rapport à la symptomatique. nourriture, dit Ah, beaucoup, de notre mais état. malheureusement, c'est une question culturelle et d'éducation parce qu'un enfant, quand il tombe par terre, quand il s'est fait mal ou quand il fait des choses bien faites, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un bonbon: «Bravo, tu t'es bien comporté». Donc le bonbon, c'est le refuge d'un quelque chose. C'est le compliment ou: «Pauvre, tu t'es fait mal, tu es un petit peu déprimé, on te donne un bonbon». Donc la nourriture a toujours cette place dans notre vie comme récompense. C'est un remède à plein de choses. Enfin, c'est vécu comme ça. C'est un remède à pas mal de choses et après avec le temps, ça peut devenir un gros trouble, de personnalité et de vie. Toi, tu es rentré dans ton rapport finalement à la cuisine, en tout cas à l'alimentation, par ce La souffrance, déséquilibre-là, hein. Ouais, totalement. c'est un truc, c'est particulier d'avoir un rapport à la cuisine. Est-ce qu'il y avait, malgré ce déséquilibre et malgré ce rapport que tu décris là, est-ce qu'il y avait des référents à table, des goûts, des saveurs? Et j'imagine oui, qui te reviennent ou pas forcément? Les référents de goût, c'est, mes grands-parents parce que c'était le seul lieu où on se retrouvait avec ma mère, avec ma sœur au déjeuner et mes week-ends. Et ma grand-mère et mon grand-père cuisinaient vraiment très, très, très bien, très goûteux, très riche, une cuisine très populaire, très pauvre parce qu'on n'avait pas des gros moyens économiques. En Italie, la cuisine pauvre était quasiment un registre dans la cuisine italienne, quoi. On parle de cucina povera, c'est vraiment ça, quoi. Totalement, totalement. Donc et au déjeuner, il y avait toujours un plat de pâtes, un plat de viande et après un petit dessert. Et ça, c'était le moment joyeux de la journée, des repères. Et après, on rentrait dans les ténèbres. Les soirs, quand je rentrais, parce que mes grands-parents habitaient au bord de mer, donc à Diano Marina, c'est un petit village aussi. Et à 5 kilomètres de là, il y avait la maison de mes parents et la mienne. Et quand je rentrais à la maison le soir, là, c'était un petit peu plus les ténèbres parce que moi, je ne mangeais pas à table. C'était impossible pour moi de m'asseoir à table. Ma mère ne s'asseyait pas à table non plus, ma soeur non plus. Ah oui, c'était un lieu qui était déserté. Mais tu sais, la table, moi, comme je le vois aujourd'hui et comme ça doit être une table, c'est un lieu de réunion, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu intime surtout. Et la beauté de la table, c'est de partager cette intimité joyeuse. Après, je pense que nous tous, on a vécu des moments de tension à table, surtout quand on était jeune, ado, ou parce que la cuite de la veille, ou parce que nous ont trouvé dans des poches des choses qu'il ne fallait pas. Et c'est toujours la table du déjeuner, peut-être le samedi, le Ça dimanche. cristallise toute cette ambiance, ouais. Exactement. Ouais. Et donc, moi, j'ai mangé sous le canapé, complètement déconnecté de tout. Et la table, c'était niet. Ouais, on n'y passait pas, quoi. Non, moi, avec mes grands-parents, oui, mais à table, dans la maison où j'ai grandi, c'était non. Comment ça va évoluer, quand on grandit? Là, on se parle de l'enfance, après à l'adolescence, c'est là où on commence, à réfléchir ou en tout cas, on nous demande souvent à réfléchir à vers quoi on veut aller, Ouais, toi tu alors il y a cette envie face à l'araignée de se dire: «Tout non, petit, je mais vais être non, glacé», après, comment ça? on nous demande de choisir en Italie, mais comme en France, dans le monde entier, à 13 ans, quelle école tu vas faire. Mais à 13 ans, qu'est-ce que tu peux avoir dans ton cerveau? Rien. Ouais, à Ou part aller jouer au beaucoup. foot avec tes copains, ouais, enfin, Exactement. Moi, quand quand mon papa est décédé, je n'avais pas envie d'aller à l'école, j'étais vraiment très, très déprimé et je l'ai compris après. C'est pas un mot que j'aimais, comment tu peux être déprimé à 7 ans, 8 ans. Je peux garantir à tout le monde
que tu peux être déprimé. Et qui dit que c'est pas possible, c'est parce qu'il n'a pas vécu ce moment-là. Et moi, aujourd'hui, avec du recul, je peux dire que j'étais déprimé parce que je faisais genre d'être malade. J'allais pas à l'école. Je voulais pas aller à l'école. J'étais malade. Et quand ma mère sortait pour aller au travail, je faisais quoi? Je cuisinais. Je cuisinais pas parce que j'aimais bien cuisiner, mais parce que j'avais envie de me démonter le bide. Ah ouais, C'était dans cette une finalité, drogue, ouais. drogue, drogue. Là, je fumais quand j'étais un peu plus grand. Et la sensation d'envie de devoir mettre une casserole pour manger était identique à l'envie de m'allumer une clope. Donc j'avais tellement envie de manger que je me faisais à manger, mais j'avais 10 ans, je faisais des souplis, donc des arancini, je faisais des pâtes, des lasagnes, je faisais de tout et je le mangeais en cachette, mais avec un ton de fromage, mais c'était vraiment très lourd et très riche. Et à côté, j'ai laissé un petit peu de nourriture un peu «mieux faite» entre guillemets pour ma mère qui terminait de travail. Comme ça, il arrivait à la maison, moi je vais faire mon petit devoir, je préparais à manger à ma maman, mais en même temps, à côté, entre 8 heures et 14 heures qu'il ne venait pas, c'était, pas la joie. Et donc ma mère, comme elle voyait que je cuisinais, tout le monde pensait que c'était parce que je prenais du plaisir. Et donc, à l'école, j'étais un petit peu, j'ai toujours fait les strict minimum à l'école pour passer, pour ne pas décevoir ma famille et mes grands-parents. J'aurais toujours, pu faire plus, mais j'ai toujours fait les strict minimum parce que je n'avais pas envie et j'étais pas, dans le mood de. Et donc à l'école, on me dit: «Bah, école hôtelière». Et ma mère a dit: «Bah oui, effectivement, ouais, c'est l'école hôtelière, il fait à manger, ouais, ça te dit?» Je voyais tout le monde me parler avec les yeux qui brillaient, du fait qu'il allait faire une école hôtelière et moi je me dis: «Bah, Pourquoi pas? why not?» Et donc on choisit l'école hôtelière et moi à cette période-là, je faisais, 96 kilogrammes. Les journées, avec les copains, elles étaient pas les plus joyeuses, sac de pommes de terre, checker un sac, Oui, c'est classique à cet âge-là, c'est classique à cet mais âge-là? ça heurte, hein, quand même, hein, les moqueries, enfin, c'est des choses qui sont marquantes et qui parfois ont une influence aussi sur la manière dont on va se comporter plus tard Oui, mais la chose la plus folle, c'est que, j'étais quelqu'un dans ma tête et mon corps exprimait juste la souffrance. Et donc on commence l'école hôtelière, 1re année. qu'est-ce que tu te dis quand tu arrives là-bas? Parce que c'est une réalité, c'est toujours un truc particulier parce que à cet âge-là, on est très jeune, l'adolescence, on passe du stade, de «je vais à l'école et bon, je suis au co» à quelque chose de professionnalisant, enfin, c'est particulier. Ouais, c'est tellement particulier, mais je sais pas pourquoi. Moi, je me suis toujours, dit, dans tout ce que je fais, je veux le faire au mieux. Je veux que ma famille soit, fière de moi. Je veux être fier de moi et c'est à travers cet, «métier» entre guillemets, que je vais, rendre heureuse les gens et à travers les gens, je vais être heureux. Mais en même temps, je ne suis pas heureux. Mais tu l'as vu comme une perspective quand même D'être heureux, d'atteindre ça? Ouais, tu l'as d'être heureux, d'être ouais, souvent. d'y arriver, enfin, de se dire: «Je vais Mais arriver à un» ah ben, moi d'y arriver, c'était, tu sais pourquoi c'est magnifique je trouve, et c'est une philosophie que j'ai envie de partager à chaque instant avec les gamins qui rentrent en cuisine. J'ai envie d'arriver, mais ça veut dire quoi j'ai envie d'arriver? Moi quand j'étais dans mon petit village, mon envie d'arriver c'était de travailler dans le plus beau hôtel de la ville, que c'était un 3 étoiles, hôtel 3 étoiles. J'avais envie de travailler avec les personnes les plus dures qui m'apprennent le métier. Après, quand j'ai découvert qu'après un 3 étoiles, il y a un 4 étoiles, je veux travailler dans un 4 étoiles. Donc pour moi, y arriver, c'est d'y arriver step by step, mais pas arriver à être à haut niveau quand tu ne le connais pas. Je pense que quand tu commences, ton niveau, il doit être juste, au-delà de ta pointe du nez. Et c'est petit à petit que tu lèves les yeux et tu vois que waouh, le monde est géant. step by step, on y Step va, by on step. éclaire et on rencontre porte après porte ce qu'on va Mais exactement. Et là, donc, j'ai travaillé dans cet petit hôtel, où les propriétaires, ils étaient considérés très, 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 très durs et ils étaient très, 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 très durs. Il y avait pas de place en cuisine. Moi, je m'en fous. Je dis: «Beh, je vais en salle» et j'ai commencé en salle et un jour, j'avais un plateau de verre dans la main et bien évidemment, je tombe. Donc je casse tous les verres du plateau et le patron, c'était un homme très grand, très, très grand, assez robuste, assez gros,
avec des épaules très fines, avec un gros ventre, des grosses jambes, et était vraiment, il faisait peur, hein. Il me faisait vraiment très, très, très peur. Et il me prend, il me dit: «Bon, tu files en cuisine maintenant». Punition, mais c'était pas en punition parce que lui savait très bien que c'était en cuisine que je voulais aller. Donc je commence comme plongeur, donc j'épluche des carottes, des carottes, des carottes, des tonnes de carottes. Je fais la plonge. C'est marrant, tu vois, juste, je t'arrête là-dessus parce que pour avoir interviewé des dizaines et des dizaines de chefs, cette espèce de démarrage où tu te dois de te confronter à la tâche la plus évidente, primaire, éplucher une carotte, tourner les artichauts. Tous les chefs me disent: «J'en ai fait des cajots, des cajots, des cajots, des cajots». Est-ce que tu crois qu'on est obligé de passer, alors par là, très certainement, parce qu'il vaut mieux savoir éplucher une carotte avant de faire le reste, mais est-ce que tu crois qu'on est obligé de passer par ces stades où, on va faire ça pendant des plombes, des plombes, des plombes? Est-ce qu'on pourrait pas le vivre ou le faire vivre différemment? Ah, moi, tu sais, c'est une chose que j'ai adoré. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que c'est une forme de t'occuper, d'être concentré et pas concentré à éplucher des carottes ou des épinards. Parce à bout d'un moment, tu en as marre de faire des épinards ou des artichauts ou des carottes. Mais tu es en silence. Donc tu canalises, hein. Donc tu réfléchis à ta vie, ça te permet de canaliser. Et moi, je l'ai toujours vu, comme ça. Une tâche longue, ça peut être mécanique, mais ça peut devenir une mécanique psychologique, hein. Une méditation presque. Non, une méditation. C'est tellement beau, tu t'endors là, donc tu penses à rien, donc tu es vide dans ta tête, donc tu es un homme vide. Ou tu peux penser à la fille que tu as rencontrée la veille, parce que la plupart des fois quand tu fais ces tâches-là, tu as 16, 17, 18 ans, donc tu vis un petit peu la vie. Ou tu penses à la fille, ou tu penses aux conneries, ou tu penses à ta tristesse, ou tu penses. Mais la chose plus importante pour moi quand tu as ces tâches-là, c'est de réfléchir. C'est d'être, présent avec toi-même et avoir une petite forme d'introspection quand tu fais les travail, à longue tâche. Donc moi, je les adore, je les ai adorés, je les adore aujourd'hui, parce que, hier, pas plus tard qu'hier, un garçon, j'ai fait des petites champignons boutons et je suis en train de les faire, c'est une petite tâche parce que c'est un colis, même si c'est 1 kilo, sont microscopiques, il faut les faire. Et le garçon me dit: «Chef, alors on les fait comment?» Je lui dis: reviens après, là, je suis en train de les éplucher, laisse-moi rentrer dans le produit, laisse-moi sentir qu'est-ce que je peux faire avec, et après quand je l'ai senti, que je suis concentré avec moi-même, avec l'instant, avec les produits, je pourrais te dire qu'est-ce qu'on va faire avec. Je peux te dire: on va le cuire, jus de citron au beurre classique, mais oui, on va partir dans ce démarrage-là, mais laisse-moi tranquille 3 minutes, le temps que je le fasse, et après on verra qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est marrant, hein, tu parles de cette tâche primaire du rapport au produit direct, brut, comme d'un rendez-vous finalement. Avec toi et avec le produit. Mais c'est un rendez-vous avec toi-même, parce que, tu regardes un bouquin et tu reproduis ce que le bouquin dit, mais du moment que tu veux créer ou quelque chose, et moi j'aime bien créer à l'instant, tu as besoin de cet rendez-vous avec le produit. Tout le monde se fâche, entre guillemets, «fâché» avec moi: «Qu'est-ce qu'on fait à midi, chef?» Je sais pas. Laisse-moi rentrer dans l'instant, laisse-moi rentrer au rendez-vous avec le service, et une fois qu'on sera en rendez-vous avec le service, ben, on discutera. La dernière fois que je suis venu déjeuner ici, j'ai, il est venu nous dire bonjour. Il est parti, il est revenu, il a: «J'ai eu l'idée de ce plat en allant pendant que je Mais marchais dans oui, le couloir». mais tu vois? Mais Non, mais ce qui est Stéphane, plus ce qui doit pas être facile pour les équipes, non, mais ce qui est mais rare dans une je les adresse, embête, non, je les embête pas. Parce que, moi j'ai un Taiwan, c'est quand même une institution. On peut pas être freestyle, 100 de la journée, mais on donc il peut avoir faut, des idées entre la table et la mais ça cuisine. c'est moi. Tout le reste du service est géré parce que j'ai mis en place quelque chose. Moi, je peux être rêveur et pragmatique, hein. Donc, vu ma vie passée, donc, le pragmatisme intervient quand je dois faire à manger à 75 personnes, parce qu'on peut recevoir jusqu'à 75 personnes. Mais dans cette 75 personnes, je veux et j'exige avoir la liberté de vivre le moment. Donc, j'ai des équipes extraordinaires, bien formées, qui ont compris l'ADN de qui je suis et de qui est le Taïwan. Donc, ils cuisinent, ils font les services et tout. Et moi, j'ai cette liberté de vivre le moment. Tu es en train de me dire que la dernière fois, tu as fait un plat spécial juste en me disant: «Tiens, je vais lui faire» Mais et que toi, tout était spécial, hein. Et Stéphane, qui c'est notre nouveau directeur de salle, il vient, ça fait 4 semaines qu'il bosse avec nous, et il me dit: «Tu sais, chef, j'ai pensé que c'était du pipeau. Ce que Cyril, notre DG, me disait, c'est comme tu te comportes les premiers jours. J'ai pensé, oui, il crée
oui, mon cul. C'est du storytelling. Mais non, je m'ennuie. C'est pas que je m'ennuie. Je peux reproduire beaucoup de choses aujourd'hui et dans un mois. Mais si je ne les sens pas, je ne les reproduis pas. Et si on a un échange à table avec quelqu'un et si quelqu'un vient là, pour moi, j'ai envie de passer un moment. J'ai envie de passer. C'est une date. Ouais. C'est, Ouais, on se parle de rendez-vous encore. mais c'est un rendez-vous. Et j'étais tellement frustré quand j'étais jeune dans la création. Moi, j'adore écrire tout. Avant, j'écrivais des recettes. Aujourd'hui, je n'écris plus rien parce que je n'aime pas. Mais j'aime écrire mes états d'âme, la vie, où je veux aller. Parce que du moment qu'on écrit, on canalise dans quelque chose et c'est beaucoup plus clair dans ta tête aussi. Et quand j'étais plus jeune, je disais demain, on va faire ça, 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 ça. La recette, je veux ça. Je visualise. Au jour G, au moment G, la visualisation allait se faire en petite balade et je n'arrivais à rien faire parce que le produit n'était pas là. J'étais focalisé sur une idée que je ne pouvais pas concrétiser. Donc, plat, pas abouti, désastre, panique pour moi, frustration. Et je me dis, mince. Tu n'avais pas les moyens de tes rêves à ce moment-là aussi, c'est ça, Et même pas aujourd'hui. Ah oui. Non. Même aujourd'hui parce que tu as quelque chose en tête et tu arrives à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche, ça arrive pas. Tu n'arrives pas à aboutir ta pensée. Donc, Ouais, tu c'est un déprimes. beau résultat quand même pour quelqu'un qui n'arrive pas à aboutir ses Non, pensées. mais aujourd'hui, ma pensée, je l'aboutis à la seconde. Hier soir, j'ai dit aux garçons, je veux une rapidité de réflexion ultra vite. Donc, vous ne devez pas savoir cuisiner. Vous devez savoir réfléchir rapidement. Donc, c'est pour ça, moi, je pense avoir une pensée qui va très vite. Et donc, j'arrive à créer très vite parce que j'arrive à sentir un petit peu l'ambiance de la table très vite. Et donc, dans le couloir, quand je pense, j'arrive à créer très vite parce que je sais parfaitement, côté pragmatique, tout ce qui se passe dans ma cuisine, je sais parfaitement ce qu'il y a dans les tiroirs, c'est parce que moi, je fais pas de mise en place le matin, je touche rien. Mais je me balade partout. Je vois, je regarde, non, tout ça se fait pas comme ça, parce que je veux donner la liberté. Parce que si à chaque fois, pose-toi, je te montre comment ça se fait, ça m'intéresse pas. Si je vois que quelqu'un fait des conneries, alors oui, j'interviens, mais je dois pas avoir en cuisine des clones de Giuliano. Moi, je veux voir des personnes. Donc, je les regarde, s'ils font des petites conneries, je leur laisse faire, ils font leur travail, mais je regarde tout. Je regarde le plongeur qui épluche les échalotes, je sais qu'est-ce qu'il y a dans les frigos. Donc, dès que je reviens en cuisine, une fois que je suis passé à table, et je sens les envies des gens, je commence à faire mon petit voyage de la matinée. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qu'il a envie, quel moment est venu vivre. Boum, on crée. On crée un plat. Je ne crée pas le menu. Je crée le premier jet de plat. Donc, du moment que le premier jet de plat est sorti, je sais qu'est-ce que j'ai fait dans l'assiette et il est parti. Là, je dis, la suite, elle va être quoi? Pour que l'histoire soit complète. Pas un menu dégustation qui part dans tous les sens. Donner une harmonie au menu. Donc, le premier plat est sorti. Quelle histoire j'ai commencé à raconter? Ok, j'ai commencé à raconter cette histoire-là. Le deuxième plat doit continuer à raconter l'histoire. Et là, tu repars dans un processus sur le deuxième, Et là, pareil. là, je suis le plateau jusqu'à la porte du restaurant. Quand il est servi, boum, je reviens en arrière et là, je commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, une fois que l'idée est posée, la pensée est posée, je gêne personne, les gens font le service et moi, je ouvre le tiroir, je me balade au frigo et je cuisine. Pour le deuxième chapitre. Pour le deuxième chapitre, en sachant que les bases sont là, je ne crée pas de zéro, sinon la mise. Il y a un trame, la mise en place est faite, les produits sont dans les frigos, les produits sont nettoyés. Si je veux un produit spécifique, cuisiner pour 4 personnes, je me le cuisine toute seule parce que je sais encore cuisiner. Je peux faire la tâche de A à Z du produit sans gêner personne. Et de la plupart des fois, dans ces moments-là, c'est la création pour les cartes à venir. Ouais, c'est ça. Et parfois, il y a un plat qui naît et meurt à Dans le même l'instant. service, ouais. Vous avez mangé je pense, des haricots verts avec un petit ragoût d'haricots verts ortis et un castron, mais il est duré un instant pour toi.
Et après, il a évolué, il n'est plus revenu, il a changé, il s'est transformé. Mais cette base-là d'élan créatif pur, comme il était, c'était que pour toi. Mais le fond de base de création, que c'était ces petits ragoûts, d'algues, haricots verts, masserons et Oui, il peut tout. faire son chemin et retrouver une place peut-être un jour ailleurs, Exactement, différent. exactement. Et comme c'est facile à faire, peut devenir propriété des garçons en cuisine. Comme ça, c'est pas une recette trop précise, parce que les recettes très très précises, tu peux pas les partager aux équipes. Par contre, les recettes, les touches, les envois que j'arrive à créer de manière simple et efficace, boum, ils intègrent tout de suite la carte. En fait, tu crées comme une palette, c'est marrant ce que tu es en train de décrire. C'est comme si tu disais: «Tiens, là, j'ai trouvé un rouge qui est pas mal. On va se le garder ce rouge, il nous servira pour un prochain tableau». Totalement, totalement. Et la chose la plus belle encore, c'est, dans la liberté, je peux te dire que ça va encore plus loin. C'est pas moi qui décide, c'est magnifique parce que quand ce sont les garçons qui décident. Et quand je vois, que ma création, est belle, je me rends compte parce que c'est pas moi qui décide de le mettre à disposition, c'est les garçons qui s'en approprient. Ouais, quand tu vois que c'est repris, réité. Exactement. Donc quand je vois que, quand ils font leurs tests pour que même moi je laisse la liberté aux garçons de faire aussi, hein. Quand je vois qu'ils utilisent ce que je fais la veille, je suis très content parce que ça veut dire qu'ils étaient, réveillés, ils avaient le regard, ils se sont rendus compte que c'est quelque chose d'intéressant, ils l'ont goûté, ça leur a plu et donc ils se sont appropriés et ça devient leur recette. Comment ça s'est fait après, justement, quand on passe de ces premières expériences et là, on se parlait de ce restaurateur où, ben, tu découvres vraiment la réalité de ce métier, où tu épluches des cajots de carottes. Est-ce que cette expérience, elle va t'amener vers autre chose, t'apprendre des choses ou est-ce que Non, mais regarde, j'ai appris, énormément de choses, la rigueur, la rigueur, le respect, j'ai appris la dureté du travail. J'étais, massacré, mais quand je dis massacré physiquement, j'étais massacré physiquement. parce que quoi? Parce que des heures pas Non, non, possibles, non, des mais les heures, on s'en fout. Les heures, tu les fais, c'est dans notre métier. Tu sais très bien que si tu veux faire un service du déjeuner et un service du soir, tu peux pas faire 8 heures. Les journées sont longues. Donc ça, c'est pas être massacré. Ça, c'est dur, mais c'est pas être massacré. Tu peux être massacré moralement. Tu peux être massacré physiquement. Moi, je suis rentré quand même, j'avais même pas 15 ans. Plonge en casserole. Le chef laisse une plaque dans le four avec de la sole, brûle complètement et me la jette à la plonge. «Tiens, ça c'est pour toi», me dit. Et moi, con, je lui dis: «Bah, je peux rester là toute la nuit, de toute façon demain je suis de repos». Et il avait un coup de poule dans les mains et il me le jette dans la gueule, hein. Mais vraiment, mais pas à 10 centimètres, hein. Il était à 5 mètres, il me jette le coup de poule là. «Tu fermes ta gueule», il dit et j'ai dit une connerie. Je lui ai répondu, je l'ai provoqué. Est-ce que le geste de réponse est juste? Non. Mais moi je me suis dit: «Ferme ta gueule», moi-même. Tu as 15 ans, tu provoques pas. Je dis pas qu'il avait raison parce qu'il n'avait pas raison, mais ça m'a appris à dire: calme-toi un petit peu. Un autre cuisinier, avec le diapason, tu sais, la grosse, fourchette à pic, dans le four, il le sort du four, il me le met sous le bras. Il m'a marqué, mais marqué, tout de suite, à l'instant T, boum, ça a cloqué. Il vient: «Viens, je te le soigne». Je me rappelle toujours, il prend une poignée de gros sel, il me le met sous le bras et il me frotte comme ça. Donc la cloque a fait 10 secondes d'arriver, il me l'a arraché avec le gros sel et là, j'ai vu pour la première fois cette envie de protection de ma famille, hein. Le copain de ma sœur, parce que j'avais pas de papa, il vient et il attend à la sortie, ce mec-là et beh, il le demande presque. mais c'est hyper marquant, hein, c'est hyper marquant, hein, enfin, je veux C'est dire, c'est c'est des c'est trucs, marquant. Après, tu vois, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes et tu vois, quand je disais les carottes, j'ai arrêté de manger pendant cette saison-là parce que, j'ai travaillé tellement et je vivais, seul parce que mes grands-parents, ils étaient à la montagne, d'où venait ma grand-mère et donc j'avais «la chance» entre guillemets à 15 ans d'avoir repris leur appartement. 15 ans, tu faisais un petit peu la fête aussi. Je mangeais pas, je mangeais juste des carottes. À fois des plus cher, mange une carotte, mange 2 carottes, 3 carottes et à la fin, j'ai perdu 30 kilos en une saison. C'est marrant ça parce que est-ce que ça coïncide avec un mieux-être? Parce qu'on se le disait tout Non, à l'heure ah non, pas encore, non. pas encore. Tu sais. Mais physiquement déjà, il y a Bah, tu dis: «Ah quelle beauté, j'ai maigri, je vais être bien». Non, c'est le problème, c'était pas dans le gras, c'était ailleurs. «Ah quelle beauté, j'ai, gagne un prix». Non. «Ah quelle beauté, j'ai une étoile Michelin». Non. «Ah quelle beauté, j'ai 2 étoiles Michelin». Non. Donc ouais, quand tu refais le film, tu te dis que mais non, c'est pas là, c'est pas là que ça se joue. c'est pas là que ça se joue, avec toi-même. C'est pas les étoiles,
pas juste l'étoile du restaurant, mais c'est pas les étoiles que tu as dans les yeux qui te font forcément vibrer, te font vibrer au moment donné, parce que tu penses que c'est une fois que tu aboutis ça, tu vas être heureux, mais la finalité, il faut, en tout cas pour moi, j'étais un homme malheureux. Comment elles vont s'enchaîner du coup ces expériences? Même si là, cette première, elle va t'apprendre, la difficulté, l'exigence, le côté un peu rude du métier. Toi, tu vas, perdre du poids et tu te rends compte que, ben, le problème, il est pas là, que c'est pas là qu'on trouve son équilibre. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quelles vont être les expériences que tu vas vivre et qui vont façonner Ça continue dans la. toujours en Italie? Ben, ça continue. Alors, j'ai eu la chance. À mes 16 ans, j'ai fait un concours européen de toutes les écoles d'Europe à Luxembourg. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, hein, c'est pas une fausse humilité. Je ne sais pas pourquoi, mais je le gagne. Je gagne ce concours européen. Mais tu te dis quoi à ce moment-là? Ben, que je ne sais pas mérité. Ah ouais, Non, c'était pas pour moi. fierté pour les mamans, les sœurs et tout Ouais, ça, non, quand même, hein? mais franchement, les 2 étoiles aussi aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas mérités non plus. Donc, je suis toujours, on peut faire mieux. Mais tu vois, il y a cet conflit Ouais, presque ouais, ouais, ouais. Je vais de gagner, mais bon folie. Mais après, après, je ne le c'est mérite pas pas. mérité, ouais. C'est pas vérité. Ah d'accord. Bon, je le gagne, fierté pour l'école, fierté Bah pour ma ouais, maman, très beaucoup de gêne pour moi. parce que l'attention est Ouais, laisse-moi tranquille. Parce que c'est de la pression. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de pression depuis que je suis petit, beaucoup d'attentes vers moi. Je vais toujours en poids. Donc, putain, je gagne, boum, un autre poids. Et qu'est-ce que les gens vont attendre de moi? Après, j'ai la chance que cette concours-là il m'amène à Monaco. Donc, 17 ans, je fais une grosse saison à Monaco, à Monte Carlo Beach Hotel. Donc, c'était une très grosse expérience pour moi. Après, je termine l'école, je vais en Italie et je me dis, là, je veux intégrer en étoilé. ah ouais. Et je ne Mais là, vois, la cuisine à ce moment-là, c'est j'aimais clair, tu pas, l ah bon? toujours. Hein. Ah ouais? Non. Mais pourtant Et il me réussissait très bien. Mais comme je me réussissais très bien jouer au volley, comme je me réussissais très bien jouer au foot comme gardien, ça me réussissait très bien, toutes choses que j'avais envie de faire. Parce que je pense que c'est pas avoir du talent, c'est avoir une envie. Et que quand tu as une envie et un petit peu de sensibilité, tout peut te réussir. mais Tout, là tout, tout, la tout, tout, cuisine, en tout. l'occurrence, c'en est pas encore une, c'est pas une évidence à ce Non, mais moment-là, non, quoi. non, non, pas du tout. Je l'ai fait parce que j'ai envie. Donc, je vais à Rome, magnifique expérience, des gens magnifiques. Moi, tout le fil conducteur de ma vie, c'est des rencontres extraordinaires de gens et des hommes et des femmes humainement irréprochables et humainement grandioses, hein, qui m'ont accompagné et m'ont aidé et qui m'ont donné cette petite partie qui me manquait à chaque fois. Qu'est-ce qui, dans cette expérience romaine, en l'occurrence, te fait dire encore aujourd'hui, heu, ces gens étaient magnifiques? Qu'est-ce qu'il y avait en eux que Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi des gens qui ont cru en moi, oui, qui ne m'ont pas mis de la pression, ils m'ont accompagné et ils m'ont laissé libre, ils ont accepté la personne qui j'étais, avec mes faiblesses, avec mes forces, avec ma fragilité et avec ma dureté. Donc, ils m'ont laissé exprimer, pas de manière capricieuse, anarchique et rebelle, mais de manière délicate et éduquée. qu'est-ce qui, petit à petit, au-delà de ces valeurs qui sont humaines, dans ces premières expériences en cuisine, hem, qu'est-ce qui se dessine? Est-ce que c'est une culture? Est-ce que c'est une forme de gastronomie? Là, on se parle de l'Italie. Est-ce que c'est des gestes? Est-ce qu'il y a des univers comme ça qui commencent à se dessiner ou pas encore? Non, ce qui se dessine, c'est, je me rends compte que les choses qui m'intéressent, toujours, ce sont des petits condiments, des petites touches qui font briller et titiller le palais. Ce sont les cuissons et ce sont les jus et à côté de ça, le reste, ça m'intéresse pas parce que c'est juste, l'expression d'un chef. Donc, je me rends déjà compte que je dois pas, ça m'intéresse pas de reproduire ce que le chef fait. J'aime bien capter, les outils pour arriver à faire ce que le chef fait. Là, c'est un âge où on peut pas encore s'approprier les choses. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tu observes, là, à un moment, il y a une histoire d'éponge, c'est que tu regardes et tu te dis: «Lui, il fait ça comme ça». Chut, Mais tu sais, j'ai regardé même parce qu'on faisait un schéma de la maison où on habitait. On était une quinzaine à habiter dans la même maison et plus petit et plus grand et je me suis même aujourd'hui comment le chef, de partie de la viande marchait dans la rue. Je regarde, j'observe, je me nourris du monde
Et là, je me dis, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Londres, j'aime pas du tout. J'ai envie d'apprendre l'anglais. Je veux aller à New York. J'avais 20 ans et je veux aller à New York. Je veux aller à New York. Ben, je vais à New York. Mais juste comment on va à New York? Mais Pardon, mais comment, je l'humain, pense à tous les jeunes qui nous la écoutent, vie, tu vois. mais la vie, l'humain. Il y avait quelqu'un qui avait travaillé à New York dans cette brigade-là. On discute, on sympathise, on devient proche pendant l'expérience à Rome. Et je lui dis, je veux aller à New York. Et moi, quand je veux, je veux. Il n'y a pas de. Je trace. Et donc, je vais à New York. Mais avec une piste, un boulot qui attend Ouais, ou pas du avec, tout? avec un boulot qui attend, Ah ouais. un visa et tout, avec un appartement qui attend. J'arrive et je dis, Ah, pas mal, pas mal. Donc, c'est chouette. C'était un peu, tu débarques pas non, avec ton. moi je démarre pas avec un sac à dos, avec mon sac de couchage derrière. Mon côté pragmatique dans ma liberté Ok, c'est sauvage. calé, c'est prévu, Voilà, c'est c'est ok, prévu c'est organisé. et dans cette cadre-là, je suis libre. Mais je dois avoir un cadre toujours. Donc je vais à New York fumer, magnifique comme dans les films. C'était extraordinaire et tout. Et je rentre en cuisine, qui est de Sud-Américain en cuisine. Mon chef de partie dominicain avec sa bouteille de Jack Daniels derrière le four. On arrive le vendredi, les chefs étaient tous comme ça, le propriétaire du resto comme ça. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le vendredi et samedi, on ne sait jamais si les gens vont venir travailler. Parce que les Sud-Américains, surtout les Dominicains, parce que s'il y en avait beaucoup, jeudi soir, vendredi et samedi, ils se mettent une cuite monstrueuse. Je dis, bah, ça ne m'étonne pas s'ils ont déjà le Jack Daniels derrière le four en semaine. Je ne peux même pas penser les week-ends qu'est-ce qu'ils font. Et ils venaient jamais travailler. My God. Et donc Et là, les mecs qui étaient là, la ah ouais. brigade restante, ils se faisaient. Non, m'a démonté, mais après, cocaïne partout. Mais niveau de travail horrible, vie à l'extérieur extraordinaire. Mais moi, j'étais là, j'étais parti pour travailler. J'étais pas parti pour faire la fête. Donc, Petit décalage du coup. ben, je m'en vais. Donc, j'ai fait 6 mois, 4 mois. Et j'appelle mon premier chef et je lui dis, Luca, je fais de la merde, je veux rentrer, tu peux m'aider? Et oui, pas de problème. Rencontre magnifique, comeback en Italie, quelques saisons en Italie, 2 saisons en Italie. Après, je rencontre, je vais en Suisse, je reviens en Italie, je rencontre l'amour, donc la maman de mes enfants, il y a 20 ans, 22 ans. On part, mon objectif, ce moment-là, c'était: je veux vivre ma vie. Moi, j'ai toujours voulu vivre ma vie. Je Qu'est-ce veux que ça veut dire ça? eh C'est-à-dire ben, je quoi? Une veux forme d'indépendance, tu veux dire? non, 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 je veux vivre ma vie. Ma vie, c'est cette femme-là que j'ai rencontrée. Elle est argentine. Comment on fait pour vivre ensemble? Elle travaille dans la restauration ou pas du Elle tout à ce moment-là? travaillait dans la restauration. Elle était pâtissière. Ce qui peut aider à se comprendre au début parce que c'est des vies Et un peu folles, donc c'est pas exactement. mal d'avoir aussi un peu. Mais dans ma réflexion, je veux vivre ma vie avec elle. Elle était en Argentine et moi, j'étais en Suisse. Donc ma démarche n'était pas: qu'est-ce que je veux faire comme cuisinier? Comment je peux utiliser mon travail pour vivre ensemble? Donc, je rencontre l'équipe de Nobu en Suisse et on s'entend très bien. Il me propose un travail pour l'ouverture de Matsuisa à Mykonos. Et moi, culotté, je dis oui, mais je viens avec ma compagne, qui est pâtissière. Ça vous va? Pas de problème. Donc, elle revient. On part en Grèce, on fait 2 ans, 2 saisons, que c'est presque 2 ans parce qu'on faisait mars jusqu'à octobre. On fait 2 ans là, on s'amuse, on apprend. J'apprends énormément parce que ma cuisine aujourd'hui, comme précision, est 100% Nobu, entre guillemets. Ma droité du goût, précision, pas plus de 3-4 saveurs dans un bouchée, tu dois tout avoir. Simplicité dans l'exécution, efficacité, c'est extraordinaire. On est dans quoi? Là, ce que tu décris, quasiment une espèce de cahier des charges, une trame par laquelle tout passe. On est dans une forme d'épure, de concentration, pas de fioriture, droit vers les goûts et en même temps une petite complexité parce qu'il y a cette technicité d'adjoindre tous les goûts et toutes les saveurs dans une seule bouchée et peut-être de pas aller plus loin. Ouais, bah, il faut décodifier à un moment donné pour pas te perdre, il faut décodifier. Il faut suivre une ligne et dans cette ligne-là, faire tout ce que tu veux, mais il faut décodifier pour moi et par conséquent codifier par la suite où tu veux aller et qui tu veux être. Je fais comme ça au Taïwan, je le décodifie avant pour savoir qu'est-ce que c'était et après je le codifie à ma façon.
On désose tout, on enlève toutes les pièces, on regarde toutes les pièces qu'on a et on remonte avec une forme et une envie de pureté quelque part. Exactement. Et ça, tu l'apprends avec Nobu. Enfin, Les 2 ans que j'ai fait avec Nobu, folie, je dis: «Quel restaurant de merde, hein. Ouah, affreux!» Et là, j'aime pas toutes les codifier recettes, on ouvre des bouteilles, on fait des sauces, on ouvre des bouteilles, on fait des sauces, on fait 200 Vancouver, on transpire, on jette la tempura dans la friteuse. Ouah, quelle merde, hein. mais pourquoi trop, trop? Trop mécanique, c'est un McDonald's, hein. Ouais, bah oui, tout C'est est. tout le cahier de charge dans le monde entier identique, tout Ouais, est bah ouais. parfait. Les achats, on les fait dans la même, Ce qui peut s'entendre après, hein, quand tu dois. bah, Tu vois, totalement, c'est une marque, c'est une mais marque. totalement. Ouais, c'est une marque. Et aujourd'hui, je te dis, avec, l'âge, je dis, ma plus grande expérience jamais faite. Parce qu'elle m'a permis, encore une fois, d'être qui je suis et de savoir qu'est-ce que c'est un plat et à un niveau d'explosion en bouche, complexité, mais surtout simplicité. Mais parce que là, ce qu'on se raconte, c'est que le formatage d'une marque, en l'occurrence, ça oblige à interroger chaque assiette, à savoir comment elle se compose pour qu'elle soit reproduite peut-être à l'autre bout du monde. Mais finalement, il faut qu'elle ait un examen. Il faut que les mecs sachent exactement pourquoi ça marche, comment ça va marcher et qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Et la faiblesse d'un plat, la force d'un plat, donc où on doit l'appuyer et comment on peut le construire. Ouais, donc sur le moment, tu dis je veux pas de ça, mais en même temps. Mais exactement. En même temps, je veux pas ça parce que j'étais un petit con. Mais souvent, ce que c'est que quand on est jeune comme ça, quand on regarde le truc, c'est qu'on n'interroge pas le chemin qui a mené à ça. Tu vois, on voit le plat à la fin et on se dit pas, ah oui, mais en même temps, pour en arriver là, il Exactement, y a tout un truc. Et il y a du totalement. bon à prendre en l'occurrence. Et donc on fait ces 2 saisons-là, magnifique, vie exceptionnelle. On s'est marré, on a vécu l'île, sur, presque toute saison à part l'hiver. On a passé un très bon moment. Fin de saison, je dis, «J'en ai marre, j'ai décidé, je veux, faire un 3 étoiles à Paris. Coûte ce qui coûte, si tu vas me quitter parce que, je prendrai trop de travail et je serai trop de temps au travail, c'est pas grave, mais là, je veux aller à Paris». Ah ouais, tu prends le risque. D'accord, ok. Ouais, je veux aller dans une 3 étoiles, même si je dois faire 18 heures par jour et je viens d'une île où on faisait, notre travail tranquillement, même si j'ai des salaires très importants, je m'en fous. Je veux recommencer de zéro, mais je veux toutes les bases de la cuisine française. Pourquoi à ce moment-là, tu as cette envie-là? Parce Alors que c'est que risqué, parce que tu le dis, hein, tu avais quand même cette envie de te rassembler, de créer ce couple et là, tu prends le risque de. Parce que j'avais, un besoin. Je sentais le besoin et du moment que je sens le besoin et j'ai envie de satisfaire, ce besoin, À prendre ou à laisser, quoi. apprendre à laisser. Donc, Paris, Pierre Gagnère, pas mon monde du tout, pas fait pour moi vraiment. J'arrivais à Paris 2006, j'essaye, Gagnère et j'essaye les doyens à l'époque de l'Esquerre, pas mon monde. Quoi, Tout, trop. non, tout, l'humain, c'est pas mon monde. Les échanges humains entre les équipes, ça me convenait pas. J'étais complètement bridé. J'arrivais à être moi-même au 10%. Mais là, c'est-à-dire que, et puis à cette époque-là, dans ces institutions, il y a une personne et rien d'autre. Exactement, exactement. Donc, T'existes pas. non, 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 je T'es pas n'existais chef. pas, hein. Non, il y a rien, personne, personne, personne. Je vois qu'il y a quelque chose qui va contre, mes principes, humains, de être. Et donc j'ai dit: «Bah, j'ai essayé, je me suis fait, j'ai mon avis, mais les 3 étoiles, c'est pas mon monde». Et comme ça, mais je décide pas, je sais pas pourquoi, je ne quitte pas Paris. Il y avait quelque chose. Mais attends, rassure-moi, parce que tu avais mis ton couple dans la balance. Non, elle était Ça, toujours ça. là, elle est Ah. venue là. Mais elle est venue là, il y avait que moi qui travaillais. Elle travaillait pas. Après, la vie est magnifique. Moi, encore une fois, je suis rentré, en confiance tout de suite, avec le chef pâtissier de Pierre Gagnère. Et je vais: «Écoute, chef, j'ai ma compagne qui cherche du travail. Vous avez pas de connaissances en pâtisserie?» «Bah oui». Donc il envoie, Lucia à travailler au Lancaster. À l'époque, où il y avait, 3 gros. Oui, c'est vrai. Et il rencontre Keiko. Keiko, c'est une très grande chef pâtissière, japonaise, Keiko Nagae, exceptionnelle. Ben, il travaille avec elle, 2 ans. On devient copains et Keiko est encore copine aujourd'hui. Et Lucia n'est plus pâtissière aujourd'hui. Et le monde, la vie a changé, mais voilà, il y a eu des rencontres et voilà. Et vous décidez de rester à Paris, de creuser un petit peu plus finalement après ces 3 étoiles, toi, On que. reste on reste à Paris, j'ai la chance énorme de dire: «Bah, ce monde-là ne me plaît pas, ne me convient pas» et je vais au Schuberta. Donc Schuberta pour Guy Savoie, une étoile Michelin. Guy Savoie à l'époque, il est déjà
au sommet, Oui. mais c'est une adresse qui n'est pas la plus exposée, c'est voilà. C'est la part haute couture, c'est le prêt-à-porter de Guy Savoie. C'est ça. Mais bon, ça reste quand même dans le Ma plus belle expérience parisienne. ah ouais. Ils m'ont tout appris. Moi, je voulais savoir comment fonctionnait le beurre parce que je me disais, putain, mais le beurre, il brûle toujours là. Mais non, si tu le sais bien utiliser, il ne brûle pas. Donc, ils m'apprennent à cuire, la cuisson au beurre, ils m'apprennent à cuire la viande, ils m'apprennent à cuire le C'est poisson. marrant, pardon, parce que je me dis la même chose. Je me dis, putain, mais attends, sur le beurre, comment on fait? Personne ne sait le faire. Et il y a une différence entre beurre noisette, beurre mousseux, cuisson au beurre sans des taches noires, parce que du moment qu'il y a des petites taches noires, des graines, ça veut dire que le beurre est en train de Quel brûler. moment t'arrives à ne pas le faire? Enfin bon. Ben, tu sais, ben, c'est comme les carottes, hein. C'est comme les carottes, c'est comme les épinards. Non, il faut oublier tout le paysage qui est autour de toi. Il faut être animé pour une seule chose à ces moments-là. Tu fais abstraction de tout le monde, même s'il y a du bruit autour, il y a du silence autour. Il n'y a personne et toi, tu es habité par le beurre et le beurre est habité par toi. Donc toi, tu sais qu'est-ce qu'il fait. C'est comme les cuissons, les garçons me disent: «Chef, elle est cuite?» Ben, je sais pas, c'est toi qui l'as fait. Moi, je peux le toucher, mais je suis pas rentré dans le produit. Ah, c'est drôle, t'as vraiment ce truc avec le produit. Tu sais quoi, je vais l'utiliser avec mes enfants ce soir. Quand je vais mettre mon beurre, ils vont me dire, papa, Non, mais je c'est suis avec le beurre. ben oui, mais tu vois, il faut, mais tu sais, c'est une forme d'éducation aussi, hein. Moi, ma fille est plus grande, elle est complètement distraite en tout. Je lui dis toujours: «Sois concentré, concentre-toi, sois là, à l'instant présent, sois là, vive le moment et tu verras que tu réussiras». Mais t'as cette nature, toi, arriver à te concentrer spontanément ou c'est justement un effort? Ah non, c'est pas un effort là. Ah non, t'as Moi, ce truc, toi, tu vois, c'est ton truc aussi. moi, tu vois, là, je peux, être en boîte, faire la fête, ce week-end, je vais en Italie. Je prends l'avion, mardi matin à 10 heures, donc ça veut dire me réveiller à 6 heures du matin. Je cours, mais comme un malade pour être prêt et arriver au moment du service. J'étais à la plage le matin, le service était là, touc, 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 j'ai switché. Et la chose plus importante, c'est d'arriver à switcher, de ne pas passer dans le sas 2. Ok, donc Tu t'arrives à être focus sur des instants. je peux être en boîte là et après aller, faire un service super concentré. C'est un luxe, hein, quand même, d'arriver à ça, ouais, à ces focus. Et c'est important, dans le métier, c'est hyper important. Mais je pense que c'est important dans le métier, dans la vie et c'est une forme de respect aussi parce que si je suis avec toi, je suis avec toi. Si je n'ai pas le temps d'être avec toi, je viens pas. Donc moi, je veux des échanges de qualité et un produit comme la cuisine, c'est un échange de qualité. Sinon, je laisse faire au commis. Si j'ai pas envie de le faire et si je le sens pas, si j'ai pas envie de me connecter, je le fais pas. Je reste sur mon portable. Et là, du coup, chez Bertha, tu vas avoir ce truc de focus, d'apprendre justement, de te connecter, de comprendre des choses finalement. Après ces 3 étoiles qui ont été un peu décevantes de par leur ambiance, là, tu vas découvrir une maison. Magnifique. Ah ouais. Un rapport humain, exceptionnel, des hommes et des femmes Et là, ça va durer un grandioses. peu. Non, non, ça va pas durer du tout. Tout est logique avec Juliette. Mais ouais, ça va pas durer du tout parce que, un monsieur avec qui j'avais travaillé pour Nobu, le directeur général de Nobu, Sam, il m'appelle, il me dit: «Écoute, je vais faire une ouverture au Kazakhstan. Est-ce que ça te dit?» «Bah oui». Mais pourquoi? Mais parce que Kazakhstan, loin, une culture que je connais pas, un monde que je connais pas, une envie de découvrir un marché, Donc une là, un soir, expérience. tu rentres et du coup, tu dis à ta femme, bon, chérie, on part au Kazakhstan? Non, je pars. Ah, parce que la Heu, pauvre, c'est le non, continent. mais c'était pas définitif, c'était 6 mois de Ouais, consulting. ouais, bien Donc sûr. j'ai fait une ouverture, j'ai construit les cuisines, j'ai mis les carreaux, les prises, j'ai Hyper fait les bien comme services. expérience, hein, ça, mine de rien. De voir tout ce qu'il y a en amont, comment on conçoit. Moi, j'adore ça, Mais c'est un truc, hein, c'est presque un métier dans le métier. Enfin, je veux dire, tout c'est à un fait. truc. Mais parce que tu le sens aussi, il y a une forme de sentir, et de vivre le lieu de zéro et de l'habiter déjà, de créer, de voir s'il y a une âme quelque part ou si c'est toi l'âme. Donc non, c'est magique. Comment on revient de ce genre de mission, de trucs un petit peu lunaires que la cuisine offre? Parce que la cuisine Ouais, offre ce on genre de s'en choses, fout de c'est la un passeport. cuisine. Mais C'est un à la truc. finalité, on s'en fout de la cuisine. Oui, mais ce que je veux dire, c'est par la cuisine que tu arrives à vivre des moments de Non, vie comme ouais, ça, un ouais, peu ouais. extraordinaires. Ouais, c'est la cuisine, c'est un billet Ouais, de c'est ça, ouais. c'est un petit passeport. Comment tu reviens après et qu'est-ce que tu fais Bah, je reviens très riche personnellement et la chose la plus, forte, c'était, tu vois, le dimanche, dit que j'ai, pas de portable, donc le téléphone de la maison, je vais appeler ma grand-mère.
Et je lui parlais de la semaine, comme c'était. Ma grand-mère, c'était ma première fan et je me disais toujours que j'étais con. Elle m'a dit: «Mais combien de fois tu dois essayer, tester pour savoir que tu es bien? Arrête!» Je dis: «Non, j'ai envie de voir, j'ai envie de découvrir, je me sens pas à l'auteur, non, il faut que j'aille plus loin, je dois découvrir». Et OK, d'accord, vas-y, amuse-toi. Et beh, on revient sur Paris avec, plus perdu encore, hein, parce que tu te rends compte qu'en finalité, le voyage n'est pas savoir cuisiner. Le voyage d'une vie, c'est de vivre et d'être heureux et de se trouver humainement. Donc je retourne à Paris et là, le plus grand chef d'Italie de l'histoire, hein, m'appelle, que c'est Gualtiero Marchesi. Gualtiero Marchesi, c'est le Paul Bocuse, d'Italie qui mais c'est un artiste qu'il a c'est même pas un cuisinier, c'est vraiment un artiste qui adorait la musique, la peinture, c'est le plus grand des plus grands. Et il m'appelle, il me dit: «Giuliano, j'aimerais bien, que tu ouvres avec moi, le restaurant que je vais ouvrir à Milan, à La Scala». Ça fait beaucoup de symboles d'un coup là. L'art de larmes aux yeux, c'est le summum, c'est, pas mieux que ça. Et là, je reviens à Paris, j'accompagne ma femme, enfin moi j'ai mes explications sont assez longues parce que ma vie elle est assez intense et les anecdotes sont magnifiques. J'accompagne mon épouse, à l'aéroport parce qu'elle est à New York à voir sa famille et quand on est à l'aéroport à Charles de Gaulle, il y a Keiko qui l'appelle et dit: «Est-ce que Giuliano il est avec toi?» «Oui, mais il est à l'aéroport. Écoute, il y a un chef au restaurant qui veut le rencontrer». Et je dis: «Attends». Le temps qu'il prend le RER et il revient. Donc je prends le RER, j'arrive, au Lancaster, je rentre en cuisine et il y avait, Christophe Pellet qui devait ouvrir la La Bigarade. bigarade, ouais. Et on discute. 2 minutes après qu'on commence à discuter, il me dit: «Écoute, ding, ma femme, elle est en train d'accoucher», donc elle part. OK, très bien. Le lendemain, on se voit, on va dans le 17e, on voit moi, Christophe Pellet, je connaissais même pas qui était, parce qu'il était Avant personne. la bigarade, Non, il était il sous était les radars. personne, il y avait rien. On rentre dans le lieu, la Bigarade, on ouvre la porte, rien. Un projet collé au mur sur la où positionner les choses, des maçons qui étaient en train de refaire le mur et rien d'autre. On sort, elle me dit: «Donc?» «Bah, ça me va». J'appelle Marchesi et je dis: «Non, je viens pas». Ah oui. Parce que je fais la réflexion, est-ce que je veux me découvrir avec une personne qui je connais pas, mais qu'on sera 2 ou je veux être la copie d'une personne qui existe déjà? Oui, oui, et où Donc tu je n'auras aucune marge de manœuvre, ni aucune manière de Et te de découvrir. Marchesi, c'est je pense que tout le monde, j'aurais dû dire oui parce que quand je dis non: «Ah, tout le monde: "Mais tu fou, le train il passe une fois"», Non, mais tu mais aurais c'était dû pas dire mon oui train. si ça avait été plus tôt, enfin si c'était pas Ouais, le moment. non, c'était pas le moment donc Baby Garage. Sacré, là c'est marrant parce que tu montes à bord sans le savoir de ce qui va être une forme d'épopée et ce qui va être quelque chose sur la scène gastronomique parisienne. En tournant pour la scène parisienne. Bien sûr. Parce que c'était, je pense, à l'époque, quand on a ouvert la Bigarade, il y avait, bien évidemment Yves Condeboir avec, exactement pour cette côté bistronomique. Il y avait, l'Astranz, mais l'Astranz était déjà 3 étoiles. Il y avait Iñaki, que c'était la Chateaubriand, que c'était, lui aussi pop, rock, bistronomie un peu plus pointue et rien d'autre. Et nous sommes arrivés. Donc, nous sommes arrivés avec, des nouvelles codes. On n'était pas dans le 16e comme pouvait être, la France, même si elle était paumée. On était dans le 17e, mais trop brochant, une petite parallèle de la rue, de l'avenue de Clichy. Pas évident du tout, mais quartier magnifique. Donc on ouvre, on était 2 en cuisine plus un plongeur et là, il m'explique un petit peu et là, premier jour de service, il me dit: «Écoute, moi, je dois partir faire des courses. On va faire ça ce soir», et il m'abandonne. Et donc là, j'ai fait toute la mise en place toute seule de la soirée. Il arrive, il goûte: «Ah, ça me va, ça me plaît, ça plaît, c'est bon, c'est magnifique, OK». Et on commence comme ça. Moi, complètement libre, lui complètement libre. Je goûte un dessert le premier soir, je dis: «Mais c'est de la merde». Je peux m'en occuper parce que j'ai quand même un gros parcours aussi de pâtisserie parce que je l'adore. Et donc, je commençais à faire la pâtisserie, toutes les cuissons et on a commencé à créer ensemble et voilà, 2 ans, 2 étoiles Michelin et là, je m'emmerde à nouveau. Je me dis: «Est-ce que je suis heureux?» Non, je ne suis pas heureux. Est-ce que je suis déprimé? Oui, je suis déprimé. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, il y a une histoire de créativité et puis il y a une énergie débordante à la bigarade en ce moment. Vous êtes 2, tout le monde va commencer à vous regarder, il y a des articles dans tous les sens, ça va devenir une adresse Réservation d'auteur. 3 mois à Mais l'avance. oui. Mais
Et j'étais content de tout ça? Non. C'était, quand on a eu les premières étoiles, non, rien senti. On Parce a que quoi? Parce qu'il y avait pas la place pour ma toi? Parce que c'est Non, non, Christophe non, qui mais prenait non, le parce que j'étais pas moi, j'étais pas connecté. mmh mh. Tu vois, j'ai pensé que C'était pas je ta cuisine? non, c'était ma cuisine, mais je voulais être heureux à travers donc quelque chose. Mais tu peux être heureux, au milieu de la bouée, comme tu peux être malheureux au milieu de la richesse d'un palace. Donc c'était moi que j'étais pas en phase Ouais, avec, ouais. C'était pas une ouais, c'était pas la période, ouais. non, c'était pas la période. J'ai décidé de partir pour reprendre un restaurant de plage, à la plage. Et après ça, 6 mois après, la Birrada a fermé. Donc, pour dire, le binôme était vraiment présent. Donc, je reprends un restaurant de plage pour 2 saisons, 2 grosses saisons à nouveau, où je sers des glaces, industrielles, où je fais mes focaccia, où je fais ma cuisine de pêcheur, des produits. Mais c'est une plage, tu as des spaghettis tomates. Pourquoi tu as eu envie de ça? Juste changer de cadre, changer Non, de non, j'avais envie, de me remettre en question, tu vois? Giuliano, selon les gens d'Italie: «Ah Giuliano, tu es parfait, tu es beau, tu es exceptionnel», mais personne n'a je ne m'avait jamais testé et j'avais envie de me mettre à poil devant, pas devant un critique, je m'en fous, mais j'avais envie de me mettre à poil devant les gens que je connaissais pour voir si j'avais vraiment le niveau. Et là, je me suis rendu compte que la chose la plus belle que j'ai vécue ces 2 années, c'était là, tout le monde à Paris, mais vous voyez au chef. J'arrive en Italie: ciao Julie, come stai? Come sta?» Ma Julie, ça faisait des années que personne m'appelait avec Julie. C'est ma mère qui m'appelle comme ça, c'est mes copains d'enfance qui m'appellent comme ça. Et sentir mon prénom, c'est pour ça que tout à l'heure je dis, tu me dis: «Chef, Giuliano». Pas parce que c'était fausse ambition, fausse humilité, heu j'ai envie d'être Giuliano, et quand je rentre dans cette plage et Julie, mais ça c'était ça mes 2 étoiles. se retrouver. Bah, se retrouver et du moment que j'ai commencé à me même pas retrouver, à me trouver, je commençais à être petit à petit plus heureux. Mais, je m'étais rendu compte toujours qu'il y avait quelque chose qui manquait, et c'est pour ça qu'après il est arrivé le Clarence. Expérience du Clarence, là pareil, 6 années, extraordinaires où, on a tout créé avec Christophe. Moi je me Donc suis là, c'est il faut le dire pour les gens, c'est Christophe Pelé qui prend le Clarence à Paris donc, enfin, se le voit confier. Christophe Pelé prend les Clarence à Paris, m'appelle, me dit: «Écoute, ils m'ont proposé ça. J'y vais si tu viens». Et moi j'ai dit: «OK, on y va». Endroit incroyable, outil de travail incroyable et Non, main libre, non? devenu Oui, certes. Ouais, outil c'est vrai. Ouais, incroyable c'est vrai. parce que quand on l'a pris, c'était complètement démantelé. C'était juste le squelette qu'on voyait et à l'intérieur, il y avait rien. Et moi, j'ai dit à Christophe, il me fait voir les plans de la cuisine. Moi, j'adore ça, comme tu as compris au Kazakhstan et ailleurs aussi. Je vois les plans de la cuisine. Je dis: «Mais ça, c'est de la merde, hein. Écoute, on essaye. Nos conditions. Si ça va, on y va. Si ça va pas, on fait rien. Mais moi, on essaye». Donc à la base, le Clarence, ça devait être une brasserie. Eh oui, d'accord. Investissement de la cuisine initiale, 250 000 €. Investissement final, 1 million d'euros de la cuisine et 2 étoiles Michelin, donc pas bistrot du tout. Donc avec le temps, on a monté le niveau. Je me rappellerai toujours, on avait une cuisinière basique, Electrolux dans les plans et je dis: «Non, moi je veux Molteni». Ouais. Essayons et boum, Molteni. On n'a pas de chambre froide. Ben moi je veux une chambre froide, Christophe. Cherchons de voir avec les architectes. De toute façon, tout est à construire si on peut placer 1, 2, 3, 4 chambres froides. Ah génial. C'est Heu, marrant que parce qu'on a fait un épisode avec Christophe. Christophe a raconté son histoire, mais toi, il m'a pas raconté ce truc. C'est marrant parce que vous avez eu un peu carte blanche et vous vous êtes dit et surtout vous êtes rentrés et ça, c'est intéressant dans le truc, en se disant: «Soit ça passe comme on a envie que ça passe, soit on s'en va». mais c'était fou parce que les premiers, mois, on cherchait de se dénaturer un petit peu et je me rappellerai toujours. On cherchait de dénaturer qui on était pour suivre quelque chose qui n'existait pas, que c'était une vision, du Clarence classique à travers le Prince et on termine le service, du soir, on va dans la petite allée qui c'est juste à côté du commissariat de police du 8e. On discute comme tous les soirs à cette époque-là, des heures et moi je lui dis: «Tu sais quoi? Si on doit couler, Christophe, moi j'ai envie qu'on coule à notre manière. Je n'ai pas envie de couler parce qu'on interprète mal en quelque chose que quelqu'un d'autre veut. Faisons notre cuisine
allons au bout. Et si ça marche parce que c'est nous. Et si ça marche, c'est parce que ça marche pas, mais parce que c'est nous aussi. Si on doit réussir ou pas réussir, soyons libres. Et ça marchait. Et après, là, pareil, magnifique expérience, une liberté extrême, mais une liberté extrême. C'est fou de voir à quel point cette liberté que tu décris en cuisine se sent quand on va, et malheureusement, Christophe peut les rend les clés, donc on peut Mais, plus. mais tu sais, le problème, c'est exactement cela. Ça se sentait en salle. Mais c'est le gros problème du Clarence, c'est exactement une énorme liberté sans aucun cadre. Donc, une énorme liberté sans aucun cadre, ça devient folie, ça devient anarchie et ça tient pas. Donc, il s'en va et le Clarence redevient quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que moi, je suis parti du Clarence, parce que quand tu es tellement libre, tu n'es même plus créatif, parce que tout est possible. Tu es presque blasé. Je peux, j'y vais. Moi, j'ai un souvenir de déjeuner que j'aurai toute ma vie dans cet endroit. Je ne comprenais pas. Alors, pas ce qu'on me racontait, hein, et c'était très bien, et c'était fabuleux, mais je ne comprenais pas qu'on puisse, dans un écrin comme ça, en plus extrêmement classique, ce bâtiment, cette déco, être à ce point débridé. J'ai vu des choses arriver et des menus, mais qui n'en finissaient plus. Des petites. Je me disais, mais comment on fait humainement pour arriver à sortir tout ça? Ne serait-ce que physiquement, pour arriver à préparer tout ça. C'était Dingue. folie. Ouais, mais ça a pas duré. Donc c'est, à un moment donné, quand tu es un électron libre, qu'il y a pas de barrière, ou tu tombes, ou tu te perds. C'est pour ça que la chose importante, moi je dis toujours, je suis parti pour ça parce qu'on était tellement libre que ça m'ennuyait, tu vois? Peut-être ce truc depuis le début de se dire, ok, la liberté, mais par contre, on cadre, il y a un cadre, il faut jouer sur un terrain, on joue sur un terrain. Et on joue sur un terrain et jouer sur un terrain, dans un cadre bien défini, ça te rend encore beaucoup plus créatif parce que tu as des contraintes. Être libre sans contrainte, tu t'ennuies. Être libre Puis avec tu des sais pas vers contraintes. où tu vas chercher, ça te donne pas d'axe, il y a pas de trame, il y a pas de. Exactement. Et par contre, être libre dans une contrainte, ça te fait mouliner beaucoup plus vite parce que tu vas toujours trouver des solutions. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir parce que j'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin de me mettre à un autre défi. Et voilà, le Taïwan. Pas rien, comment tu réagis quand on te propose de prendre cette place dans une institution qui est Il ne me la propose extrêmement. pas. Covid, j'ai un appel de Nathalie, que c'est la secrétaire des frères Gardinier. Oui, monsieur Sprandio, il y a le frère Gardinier qui aimerait bien vous rencontrer. Ok, très bien. Le frère Gardinier, groupe Taïwan, il y a le Drouan, il y a les 110, il y a le Taïwan. Bon, il n'y a pas les Créales, parce qu'il y a bien sûr les Créales, mais il y avait déjà Philippe Mille, donc c'est lui qui est là-bas. Et je me dis, mais moi, je m'en fous de tout ce qui est autour du groupe Gardinier. Moi, je veux le Taïwan. Donc, chance énorme, Covid. Je m'assois dans ma chambre et je commence à écrire le Taïwan qui était, le Taïwan qui est et le Taïwan que je veux. Donc, je l'écris, je le mets en forme. Parfait. Je vais au rendez-vous qui dure quand même 2 heures. Et pendant 2 heures, ils m'ont rien proposé. On discute, blablabla, blablabla, on discute, blablabla. Elle me parle du groupe et il ne propose rien. Termine la réunion, moi je me lève, j'ouvre ma veste, je sors le papier que j'ai préparé, mais moi je veux ça. Et je lui donne le papier du Taïwan passé, du Taïwan présent et du Taïwan où je veux aller. Il y a quoi sur ce papier? Des idées, des Non, perspectives, des non, valeurs? c'est C'est que ça juste, donne quoi comme. c'est juste un constat de ce que c'était aux mes yeux le Taïwan passé, l'histoire, la gloire. Juste résumé. Le travail du présent, la mort. Donc, un restaurant qui personne veut, un restaurant qui est sorti des radars de la gastronomie parisienne et française, un restaurant qui ferme des services dans la semaine parce qu'il n'y a pas de clients, un restaurant qui a tout perdu, même l'âme. Et ce que je vois moi de cette maison avec moi à l'intérieur. Une nouvelle âme, un nouvel envol, tout. On ramène de la vie. Exactement. La fois d'après, il me propose le Taïwan. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vit tu amènes aujourd'hui dans cette adresse? Ça se traduit par quoi? Alors moi, je l'ai vu, je l'ai observé, je l'ai même goûté, cette vie, cet enthousiasme, cette vibration. En fait, quand je suis sorti, pour te dire, je me suis dit, c'est marrant de se retrouver dans un cadre et dans une institution qui a ce passif, ce passé, d'imaginer que tu as pris cet héritage sur les épaules et en même temps de voir ce que tu en fais
Et les mots qui me sont venus à l'esprit, c'est, et j'en ai parlé après et reparlé, c'est l'agilité. J'ai senti qu'il y avait une agilité, que bizarrement, ça dansait avec beaucoup de, de liberté, mais évidemment une grande maîtrise. Mais voilà, une espèce de grande souplesse, de grande. Il y avait de la vie, effectivement. Agilité. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai Et c'est pas pris facile d'être agile, d'être créatif quand on. ah bah, c'est compliqué si tu prends, comme je dis toi, le poids de l'histoire. Moi, j'ai pas voulu le poids. Moi, j'ai pris l'histoire, là. Les poids, le poids, ça m'intéresse pas. J'ai pris tout ce comme je disais tout à l'heure, si je devais vivre avec le poids de mon histoire, hein, je pense que je serais courbé, je pense que je serais triste et déprimé. Oui, mais t'as mis du temps à t'en libérer de ce poids quand même. Oui et beh, exactement. Mais là, ce que j'ai pris, j'ai eu la chance de le Taïwan a pris, presque, 1946, il a pris presque 80 ans pour se libérer de sa propre histoire, hein, du poids de sa propre histoire. Et moi, j'ai eu la chance, parce que je suis moi-même et peut-être le culot, de faire vibrer cette maison grâce à l'histoire nostalgique du passé, mais sans aucune lourdeur du passé. Ouais, l'emmener, pour l'emmener. Pour l'amener. Toi, est-ce que, pour boucler, puisqu'on en arrive à cette actualité-là et on se parle justement de cette vie, de cette vibration que tu as emmenée dans cette maison, on est parti en se disant, c'était dur, c'était triste. Quand on te parle aujourd'hui et quand on te rencontre pour la première fois, c'est pas les mots qui nous viennent à l'esprit. On voit quelqu'un de vibrant, d'agile justement, de joyeux, de souriant. Il y a de la lumière dans cette maison et tu l'y as apporté. Et l'équipe en salle aussi y contribue et la traduit. Ça va mieux donc? Mais alors, ça va très bien. L'équipe des salles, elle sourit maintenant. Quand je suis arrivé, elle ne souriait pas. Moi, c'est Parce que qui quoi, elle comprenait pas? Mais non, c'est pas qu'ils ne comprennent pas. Le monde à notre niveau est triste, hein. Il est gris. Plus tout le monde est du niveau, plus tu es coincé parce que tu dois être parfait. Et les attentes, la pression et tout. Et moi, ce que je cherche d'apporter et que je veux vivre moi-même, c'est cette agilité, c'est cette légèreté de dire la vie, oui, est compliquée, mais la vie est belle, hein. Donc, soyons fluides et surtout ne soyons pas formatés. Et ça, il a fallu que tu le fasses comprendre à tes équipes? Mais non, non, non. Et j'ai dû le comprendre moi-même, hein. Hein. Pour moi, la beauté du Taïwan, bah, il y a 48 êtres humains qui s'expriment à leur manière et sont tous libres d'être eux-mêmes. Et moi, la chose que j'adore le plus dans la vie, et c'est ça que je prends le plus de tous, on a tous le droit d'exister à notre manière. On plaît ou on plaît pas, mais on a tous le droit d'être connectés comme on est connecté à un putain de carotte, comme on disait au début, et à un épinard, on se doit et on doit être connecté à nous-mêmes. Si on a cette liberté, donc pour moi c'est ça la liberté, de n'avoir rien qui empêche d'arriver à l'intérieur de toi. Du moment que tu es libre et tu es toi-même et tu as le droit de t'exprimer, mais il y a une osmose qui fait exploser n'importe quel endroit. Oui, mais on a la sensation que tu l'as trouvé ça désormais, cette Oui, clé-là. bah, je l'ai trouvé, Mais c'est récent, de fait. mais tu sais, c'est récent parce que, Il est où le moment où ça s'est déclenché, en fait? Parce que tu nous as dit quand quand je me même. suis séparé de ma femme, hein. Ah ouais. Ouais, et ma femme a 22 ans de vie ensemble, 2 enfants, 9 et 7 ans. Ma femme a décidé, de repartir en Argentine, donc mes enfants, moi, je suis à Paris, eux sont en Argentine, et là, c'était magnifique. J'étais en voiture, j'ai pris, l'année dernière. Je prends 2 semaines de vacances parce que j'étais, torticolis, bloqué, pas heureux, stressé à bloc. J'ai dit: «Je dois prendre une décision. Qu'est-ce que je vais faire au Taïwan? Est-ce que je prends plus de responsabilités? Est-ce que j'y continue ou pas?» Je rentre dans la voiture l'avant-veille de mon départ pour revenir à Paris. Mon cul, je me dis, mais comme ça je dis: «Mon cul, c'est pas une décision de travail, hein». J'appelle ma femme, elle dit: «Je pense qu'on doit se séparer». Et je me suis rendu compte que j'ai pu lui dire: «On peut se séparer», parce qu'on n'arrêtait rien. Il y avait rien qui s'arrêtait. Ça allait continuer. Ça allait continuer de manière différente, mais ça allait continuer. Il n'y avait pas une rupture. Il y avait une continuation et la continuation était, différente parce que la vie, on ne sait pas où on va. Donc Tu veux dire que tu avais besoin de vivre autrement, autre chose et que ça pouvait pas continuer de cette manière-là? exactement, mais la chose qui m'a fait comprendre, qu'on pouvait se séparer, qu'il y avait pas une rupture, on n'allait pas casser ou quelque chose. On allait C'est la fin d'un continuer, chapitre et mais c'est même pas, hein, tu vois? C'est même pas la fin d'un chapitre, c'est vraiment la continuation. Parce que là, aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'on est séparés.
jamais été aussi heureux ensemble. Nos 2 enfants, ils se portent très, très bien. Mais attends, pardon, mais séparés physiquement ou même tout moralement, vous êtes plus en couple, c'est ça? Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On n'est plus un couple, mais on est plus qu'un couple qu'avant. Parce qu'on s'entend beaucoup plus, parce qu'on a tous les 2 repris à vivre et on s'est dit: «Mais ça continue de la meilleure des façons, la Ouais, vie». ouais, vous êtes plus équilibrés comme ça. Mais c'est mon premier amour et c'est mon dernier amour parce que c'est la maman de mes enfants et elle restera toujours ma femme. C'est pas tu vois? Là, j'ai dit tout à l'heure, c'est la maman de mes enfants, mais c'est ça me plaît pas. Ça reste ma femme. Même elle veut être mariée, non, on l'est pas. C'est ça qui est la beauté la plus belle. Savoir que dans la vie, il y a pas de rupture. Il y a juste une continuation et c'est ça qui m'a permis de dire, «Je suis heureux au regard des autres, je suis la personne qui a réussi plus de tous au regard des autres, mais dans moi-même, je suis en train de mourir, hein. Je suis triste et aigri. Je m'en fous du regard des autres, hein. Est-ce que je suis heureux? Non. Donc, c'est là que j'ai dit: «Il faut que je pense à moi-même», hein. Ouais, Et la première chose qui m'est venue à la tête, ouais, c'est même l'équilibre perso, c'est l'équilibre perso. dans l'élan, c'était, bah, j'ai arrêté de vivre, je rentre à la maison, je suis aigri, donc je suis aigri au travail, on se fait chier, on ne vit pas. Ben, on a terminé d'être ensemble. On a parcouru une vie extraordinaire ensemble, 22 ans. Et là, on continue à parcourir ensemble à nouveau, mais de manière différente, séparés, mais on est toujours ensemble. Il m'appelle s'il a besoin, il m'appelle. Si j'ai besoin, je l'appelle. Les enfants, ce ne sont pas un souci. Et du moment qu'il y a un souci, on n'est jamais aussi bien travaillé d'équipe que depuis qu'on est séparés. Ouais, tu trouvé ton équilibre. Ouais. Tu l'air bien, hein? Ouais, je suis très bien. Ça fait plaisir, hein? Ouais, c'est gentil. Non, mais c'est beau parce on le voit en service, on le voit quand tu ouvres la porte du Taïwan. Il y a une âme, tu vois? Malheureusement, on va pas se mentir, l'âme, c'est la mienne, hein, parce que c'est moi qui je dirige Pas tout le monde. malheureusement, hein, bah, Non, mais pour dire, c'est toi qui apportes ces voilà, tu insuffles. c'est Après les gens existent, hein? exactement, sans être prétentieux, mais qui donne le tempo, heu, c'est moi. Et donc si tu es aigri, l'équipe sont aigris. Si tu es dur et pas heureux, tu le ressens. Et aujourd'hui, on a une chance énorme que, on dès qu'on ouvre le Taïwan, la porte du Taïwan, on le rentre dans un restaurant où il y a de la vie, on a des équipes extraordinaires et moi j'ai une chance énorme. Une des personnes qui m'accompagnait le plus pour trouver ma liberté et me canaliser, c'est Cyril, avec qui tu as mangé ensemble. C'est notre DG, qui pour moi c'est plus qu'un DG. Et je l'ai envoyé chier, souvent, mais de manière humaine, avec tous mes angoisses et mes peurs. Et je pense que c'est la seule personne, sur la face de la terre qui a su me comprendre sans aller dans mon sens. Ça, c'est la chose la plus importante. Être compris et aller dans ton sens, c'est pas te comprendre, c'est te faire du mal. Comprendre un être humain, c'est ne pas aller dans son sens parfois. Et je pense que Cyril, c'était la personne qui m'a permis d'être moi-même parce qu'il ne va pas toujours dans mon sens. C'est bien, c'est une maison d'êtres vivants. Ouais, Ça d'être vit ici. exactement. Merci, hein. Merci à toi.